Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon, notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Salut Carnet Joli, ça va ? Oui, je sais que tu vas bien. Tu as passé la matinée bien au chaud entre mes mains. Dans le train, j'en ai profité pour dessiner dans tes pages. On a papoté avec Caro. Du voyage, de l'expérience que ça représente pour nous, de comme on a de la chance avec la météo et de pouvoir repartir sur Via Rona après un été en montagne. Entre deux bavardages, j'ai quand même pris le temps de t'écrire un peu, de tracer le trajet de ma journée avec toi. Arrivé à la gare de la Part-Dieu, je file vers l'autre gare, celle de Perrache, et surtout vers Jérôme Fayet qui est guide conférencier. Je flippe un peu de rouler dans Lyon, j'avoue. J'attends mon guide sur la passerelle Raymond-Barre qui franchit le Rhône. Je profite du soleil. Je te livre mes premières impressions de cycliste dans Lyon. Et je me dis qu'il n'y avait vraiment pas de quoi appréhender la ville. La piste cyclable qui descend le Rhône depuis Part-Dieu est juste incroyable. Large, sur les quais, bucolique à l'approche du quartier Confluence, un vrai bonheur. Quand Jérôme arrive, il m'emmène tout de suite à la confluence du Rhône et de la Saône. Le ciel se reflète sur l'eau, c'est vrai que c'est beau. J'imagine que si l'on regardait d'en haut, on verrait que le Rhône et la Saône gardent une couleur différente pendant longtemps. Le Rhône est vert comme toutes les eaux qui viennent des Alpes, la Saône est plus brune. Ils avancent côte à côte pendant longtemps, puis comme le débit du Rhône est plus important, les eaux se mélangent. Cet endroit est particulier, très beau. Très étonnant aussi, d'un côté la ville et de l'autre la nature, à droite l'autoroute, à gauche le parc de Gerland. C'est très vert par endroits. Je remarque en rive droite une colline très arborée. Si je me retourne côté Rhône, je vois des bâtiments de hauteurs différentes et notamment 6 tours de 15 étages. Il en manque encore 4 par rapport au projet Lyon-Confluence annoncé. Et c'est un endroit complètement artificiel. L'ensemble du quartier a été construit sur l'eau, comme dans certains coins des Pays-Bas. Des milliers d'arbres ont été plantés, les fleuves canalisés. C'est vrai que les rives sont trop régulières pour être naturelles. Il y a même des rails. Alors ce que j'aime assez, c'est que c'est les architectes de Coop Himmelblau qui ont dessiné le jardin qui est tout de suite au sud du musée. Ça, c'est comme intégré, si vous voulez, c'est comme un prolongement du musée, ce qu'on voit au-dessus. Et puis par contre, ils ont laissé cette pointe du confluent telle qu'elle, quoi. C'est-à-dire avec les vestiges, des rails, des galets. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est hyper beau en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est que si on se retourne vers le nord, donc on voit le musée et la ville au-delà. Et si on se tourne vers le sud, comme c'est le confluent, on a du coup cette immense largeur d'eau, puisqu'on a le Rhône et la Saône conjoints. Et il y a vraiment une ouverture vers le sud et on a presque envie de prendre un bateau et de partir et de descendre. Du coup, pour les gens de la Via Rona, de prendre son vélo et de descendre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit qui est bien sûr complètement artificiel, qui au départ se prolongeait encore. C'est suffit que vous ayez les rails. En fait, ici, là, c'est cette vision très poétique, en fait, des rails qui s'enfoncent sous l'eau. C'est presque magique. Je vais essayer de te restituer, petit carnet joli, tout ce que Jérôme Fayet m'a raconté ce matin. Ici, après la Deuxième Guerre mondiale, de gros travaux d'aménagement du Rhône ont été engagés, notamment une écluse. Le niveau des eaux a augmenté. C'est pour ça que les rails sont aujourd'hui sous l'eau. Un peu plus haut, il y avait un port sur la Saône et des péniches s'amarraient le long des quais. C'était un port de marchandises, pas de voyageurs. Les rails servaient à acheminer vin, charbon, sucre ou sel de la rivière aux entrepôts. Plusieurs d'entre eux sur les quais de Saône ont été conservés. Ce port a fonctionné de 1926 à 1994, mais il avait déjà fonctionné pendant la Première Guerre mondiale pour charger des obus.
C'est fou, non ? Aujourd'hui, toutes les activités ont été reportées vers un autre port en rive gauche du Rhône. Le port Édouard Herriot a repris donc toutes les activités portuaires. Donc, ce que je comprends, c'est que si on a parlé de fabrique de ville nouvelle pour ce grand projet Confluence, il n'y avait pas rien ici. Dès l'origine, et même avant que ça devienne un port, c'était un quartier industriel. Tout ce qu'on ne voulait pas voir dans le centre a été implanté ici. Usine à gaz, d'armement ou d'ammoniac, abattoir, prison. Assez vite, le chemin de fer est arrivé. La ligne de Saint-Étienne, ouverte en 1832, qui correspond au viaduc gris que je vois en rive droite, est la toute première gare en France. Son but, amener la houille du bassin de Saint-Étienne vers l'industrie lyonnaise. On appelait ce quartier le Manchester lyonnais, en pleine révolution industrielle. C'est pas rien quand même, hein ? Puis, une gare de voyageurs a été créée, côté Rhône. On décide de rattacher toutes les lignes. Et ainsi est construite Perrache. C'était en 1857. Le quartier était très très marqué par la présence du chemin de fer, parce que comme on a plusieurs lignes qui rejoignent la gare, dans le quartier, un peu plus au nord, on passe souvent sous le chemin de fer. Il y a souvent des voies au-dessus de la rue, en fait. La gare est construite perpendiculairement aux deux fleuves. Visuellement et physiquement, elle représente une sorte de barrière. Avant donc, on l'appelait le quartier derrière les voûtes. Il fallait franchir quelque chose pour s'y aventurer. Et l'endroit était sombre, donc pas très engageant. Cette configuration a gêné donc le développement du quartier, notamment le sud, où on se trouve aujourd'hui. Le quartier est longtemps resté le quartier mal aimé de Lyon. C'est aussi ici qu'ont été construits les premières HBM, c'est des habitations bon marché, dans les années 1910. Dans les années 50, 18 000 personnes vivaient dans ce quartier industriel, un peu en marge de la presqu'île plus bourgeoise. Jusque dans les années 70, il y avait ici des îles, mais personne n'habitait sur les îles, d'autant qu'elles changeaient souvent de forme en fonction des crues. Un ingénieur, qui s'appelait Perrache, propose de rattacher toutes les îles ensemble et de les rattacher à la presqu'île plus au nord. 60 ans de travaux ont été nécessaires pour assécher tous les bras d'eau entre les îles. Tu te rends compte, Carnet Joly ? 60 ans. Puis, les usines ont commencé à fermer dans les années 60-70. Dans les années 2000, l'ancien maire de Lyon, Raymond Barre, trouve dommage qu'un aussi grand terrain soit à l'abandon. Et ainsi naît le projet Lyon-Confluence. Donc une idée directrice ne quittera pas ce projet urbain global. L'idée de concevoir un quartier mixte. Pas un quartier dortoir, ni un quartier d'affaires. Ici, il y a des habitations, des bureaux, des institutions. Le quartier est vivant. En 2001, les archives municipales ont été installées dans un ancien centre de tri postal. L'hôtel de région, la Banque de France, Euronews, le siège du Progrès ont rejoint le quartier au fil du temps. 2 urbanistes ont travaillé ce projet d'envergure, un côté Saône et un côté Rhône. Je profite encore quelques instants de la quiétude de cette confluence du Rhône et de la Saône. Nos regards se perdent dans les rails qui s'enfoncent dans le fleuve, bercés par le clapotis. Et là, bim, je reviens au quartier. Suffit d'un demi-tour pour être plongé dans un paysage plus urbain. C'est dingue, non ? Un demi-tour et la nature s'efface. Mais quel demi-tour ? Le musée des Confluences, c'est la première chose que l'on voit en arrivant par l'entrée sud. Pourtant, il n'était pas du tout prévu dans le projet d'aménagement Lyon-Confluence. Avant, ici, à l'emplacement du musée, c'était un terrain de boules. Donc ce musée, il culmine à 40 mètres. Sa forme est complètement libre, très peu d'angles droits, des courbes, pas de symétrie. Les façades côté Saône et Rhône sont différentes, il appartient au courant déconstructivisme. Moi, il me fait penser à la proue d'un bateau, ou à Bilbao. Jérôme confirme, c'est le même courant. Ce musée, c'est un peu un bâtiment paysage. Vu là où il prend sa place, c'est un tour de force architectural aussi. Les travaux ont duré plus longtemps que prévu. T'as qu'à voir, petit carnet. Le concours d'architecture a eu lieu en 2001 et l'ouverture au public en décembre 2014. 13 ans quand même. T'imagines le chantier compliqué ? À cause de sa situation géographique sur un terrain fait de remblais, une forêt de pilotis en béton a dû être montée en sous-sol pour atteindre le niveau dur du lit du Rhône. En dehors des musées parisiens, c'est le musée qui reçoit le plus de visiteurs en France. Il accueille les collections très éclectiques du musée Guimet, 2 millions d'objets. Dans ce musée, choix a été fait d'exposer les collections permanentes en 4 parties thématiques. Les origines du vivant, les espèces
les sociétés, les grandes activités humaines, l'au-delà. On passe sous le musée. D'ici, je vois Viarona. Je comprends mieux pourquoi on nous a conseillé de prendre le train. On redescend sur le parvis du musée. Wow, les trams sont beaux aussi. Les décorations ont été confiées à des street artistes, me glisse Jérôme. Je récupère mon vélo pour remonter les quais de Saône avec lui. C'est d'un calme. J'adore cette balade. Des bâtiments témoignant de l'ancien port sont encore là, destinés à une autre utilisation. Il y a les grues horizontales de 1920, la sucrière avec au centre la plateforme extérieure et ses silos à sucre. Le sucre arrivait des colonies depuis Marseille et était mis en sachet ici. En rive droite de la Mulatière, un ancien foyer religieux a été revendu et transformé en appartement. J'imagine la vue splendide sur la Saône. Sur la Saône, je rêve aussi d'installer mon bureau sur une péniche. Quelques pavillons neufs viennent chahuter la vision d'une architecture traditionnelle. Ici, un bâtiment avec une résille mur rideau vert pomme. Ce décor de résille a une utilité, il protège du soleil. Là, le pavillon 52, où chaque étage a une forme différente, ce qui crée des décrochements qui permettent de faire des petites terrasses. On dirait du bois, mais c'est du béton. C'est l'architecte du Mucem, à Marseille, qui l'a conçu. Ici, un mur rideau en résille orange. Là, le parc de Saône. Avant, c'était une route. L'espace a été dégagé pour les cyclistes, les piétons, les enfants et les animaux. Un étang a été créé. Grenouilles, hérissons, oiseaux et ragondins se sont installés. Le centre commercial, inauguré en 2012, a été pensé par l'architecte Viguier. La difficulté ? Permettre au chemin de fer de passer au milieu du centre commercial. La ventilation se fait de manière naturelle, le toit est transparent et bombé. C'est comme un gros coussin posé sur une architecture métallique. Ça permet le passage de la lumière du jour. C'est une toiture légère et le vent qui s'engouffre dans le toit sert de clim naturel. Nous nous arrêtons près d'une partie cruciale dans l'aménagement du projet, la place nautique, créée de toutes pièces en 2010. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choix ont été audacieux en termes d'urbanisme. Cette visite me laisse sans voix. C'est un énorme projet de développement urbain, le plus gros en Europe, et plus ou moins en centre-ville, pas en banlieue, ajoute Jérôme. Lyon a réinventé son propre centre en partant d'un quartier existant. On ne parle pas d'étalement urbain ici, puisque le projet Lyon-Confluence n'empiète pas sur la campagne. Les volets mobilité, sociale, autonomie énergétique, tout a été pensé. Sur cette balade, le long de la Saône, les gens se posent, les sportifs courent, les enfants jouent. Moi, je quitte Jérôme. Je décide de remonter vers le quartier Saint-Paul par les quais de Saône avant de rejoindre Carreau. À Saint-Paul, je m'attable avec Pierre Gouillou-Beauchamp, un spécialiste du voyage à vélo. Bon, on joue pas trop dans la même cour quand même. Lui, il a fait Lyon, la Mongolie en 7 mois de vélo. Mais je crois que ce qui nous rassemble au-delà de nos métiers, c'est d'aimer pédaler, de sentir le territoire, sentir le terrain par le pouvoir de la pédale. Allez, salut Carnet, il est temps pour moi de rejoindre Caro pour prendre le train vers Vienne et la suite de notre aventure sur Viarona. Le carnet de bord 2 roues Sur la Viarona. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.